On est en semaine de préparation de finale de Coupe de France et on a la chance d'avoir avec nous ce soir le président de Toulouse qui va essayer de remporter enfin une Coupe de France. Damien Comolli est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et merci d'être avec nous. Bonsoir. Damien qui a fait partie de la maison il y a quelques temps, puisqu'il a collaboré avec nous pour le foot anglais, notamment il y a quelques années. Bon, et ce fut un grand plaisir et une très grande expérience. Merci. Merci à vous aussi. Ah, mais c'est vrai, merci mutuel. Si je peux vous corriger déjà, excusez-moi, mais le TEF a déjà gagné la Coupe de France en 57. Ah oui, mais non, mais on nous dit que ce n'était pas le même TEF. On le sait, mais ce n'était pas le même. Et si, c'était le même. Ah il y a un point historique à faire alors. Écoutez, pour les 80 ans du club, la fédération nous a envoyé une réplique de la Coupe de France qui est sur mon bureau, qui est dans mon bureau. Donc, si ça n'avait pas été le même club, il ne l'aurait pas fait. Et puis, il faut vous regarder les images de l'époque. Quand M. Pelmelting récupère la coupe, donnée par le président René Coty, il y a marqué TFC sur l'écusson, etc., etc. Donc, c'était déjà le même club. Et c'est donc la deuxième finale de Coupe de France. Et j'espère que ça sera la deuxième Coupe de France que le club va remporter. Alors cette rectification historique est importante parce que nous, effectivement, on a souvent entendu qu'en fait, le club a disparu et ensuite il y a eu un autre TFC. Oui, ça favorise un peu la Fédé et Toulouse. Ça fait un peu pour le storytelling, mais après tout, on s'en fout parce que c'est le présent qui nous intéresse. On va pas se disputer sur 1957. On pourrait alimenter le petit débat, mais on s'en fout. Toujours est-il que justement, ça faisait donc évidemment très longtemps. Toulouse, dans son armoire à souvenirs, on le répète souvent ici, tous les clubs ont un placard à souvenirs. Dans celui de Toulouse, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait indéfiniment le match de 86 contre Naples qui revenait comme grand moment pour les supporters. La remontée avec l'épopée des... comment on les appelle les gamins là-bas ? Les pitchouns. Voilà. Et donc arrive cette finale de Coupe de France qui correspond également à une forme, pas d'aboutissement, mais d'étape importante pour vous à la tête de ce club, pour le nouvel actionnaire. Être au Stade de France, donc en prime time, à la télé, aux yeux de tous les Français, avec l'occasion de gagner un titre, pour un projet comme le vôtre, c'est un très grand moment. Oui, bien sûr, c'est un très grand moment. Il y a exactement 365 jours, nous accédions à la L1. Donc aujourd'hui, c'est un jour anniversaire également. Et on est très fiers d'amener 24, 25 ou 26 000 Toulousains à Paris, le peuple viola et notre communauté à Paris. Maintenant, aller au Stade de France, c'est une chose, mais ce que je dis depuis la fin de la demi-finale à Annecy, c'est qu'on y va pour la gagner. Clairement, c'est pas un aboutissement d'aller au Stade de France. L'aboutissement, ça serait de remporter la Coupe de France. Évidemment, oui, que la victoire soit importante, oui, mais je disais pour votre projet, là, on est à un moment qui, quelque part, récompense aussi ce que vous avez mis en place. Si vous voulez, on s'est jamais trop fixé d'objectifs. En fait, quand on a racheté le club, la demande de l'actionnaire, ça n'a jamais été il faut remonter tout de suite, il faut faire ci après 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. L'ambition, c'est nous qui la fixons au niveau du club. C'est moi, quand je suis arrivé, j'ai dit on remonte le plus tôt possible. Après, j'ai dit on remonte en étant champion. Après, j'ai dit on remonte en étant champion et en jouant d'une certaine manière ce qu'on a fait en battant le record de buts inscrits en L2. Et voilà, ce qui nous importe, le plus important pour nous, c'est la progression du club. Samedi, ça pourrait être un moment historique dans l'histoire du club parce que ça nous permettrait de remporter une deuxième Coupe de France. Mais c'est la progression, c'est ce qu'on regarde en permanence. On est là cette année, au moment où je vous parle, on est 12e, il reste 6 matchs de championnat, on est à 6 points de la 8e place. Donc on regarde vers le haut constamment, depuis le premier jour où on est arrivé. Et je ne sais pas où on finira cette année au classement, mais quoi qu'il arrive, on essaiera à faire mieux l'année prochaine. Donc on est plus dans un souci de progression constant que d'étapes ou d'objectifs qu'on s'est fixés sur du court terme.
Alors, on regarde toujours de très près ce que font les investisseurs étrangers dans nos clubs. Vous avez donc la particularité d'avoir un fonds, enfin un propriétaire, c'est Redbird, je rappelle le nom de ce propriétaire à Toulouse. Un fonds d'investissement, ouais. Qui n'a pas l'air ultra interventionniste comme peuvent l'être d'autres propriétaires américains ailleurs. On vous laisse donc une liberté d'action et une liberté d'objectif assez large. C'est assez détonnant dans le paysage, en fait. Alors, les seules choses que nous demande notre actionnaire, c'est d'être compétitif et deux, ne pas perdre d'argent. Donc, à partir de là, quand on a posé ces deux postulats, nous avons une grande liberté d'action, comme vous avez pu le dire. Alors, bien évidemment, on est en discussion constante avec eux et ils sont en grande partie, il faut les associer dans notre succès, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, on prend énormément de décisions à Toulouse et sans que ça sorte du club, je dirais. Alors, est-ce que c'est une recette de notre succès? Je ne sais pas. Ou une partie de la recette de notre succès? Je ne sais pas. Je ne vais surtout pas nous comparer avec d'autres clubs ou d'autres investisseurs parce que je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs. Mais en tout cas, on a trouvé un équilibre dans notre fonctionnement, dans notre travail, qui fait que depuis un peu plus de 2 ans et demi, pratiquement 3 ans maintenant, ça fonctionne. Et on est très content de ce qui se passe. Donc vous êtes le chef et vous rendez des comptes, pour le coup au sens premier du terme, à savoir on ne perd pas d'argent. Pour le reste, tout ce qui est, je sais que vous tenez beaucoup à ça, à ce qu'on dise du bien de Toulouse en termes de jeu. Et vous avez raison, puisque c'est généralement ce qui se dit de votre équipe, qu'elle soit attractive, puisque de toute façon, vous savez que vous allez jouer grosso modo entre la 8e et la 15e place, même si évidemment vous préférez être dans la première partie de tableau, mais que ce qui compte aussi, c'est l'image que dégage votre équipe. Ça, c'est votre avis, c'est vos idées à vous, c'est pas l'actionnaire qui vous dit de faire ça, parce que par exemple dans le cadre du City Group, on sait que c'est l'actionnaire qui a envie que tous ces clubs donnent une image intéressante en termes de jeu. Là, c'est votre idée, ça à vous. Oui, oui, absolument. Si vous voulez, c'est comment je dirais, une convergence d'intérêts ou de faisceaux qui a fait qu'on en arrive à cette conclusion. D'abord, ma conception du foot, c'est celle que vous voyez sur le terrain, c'est celle en tant que dirigeant que je veux voir. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace le matin et être président d'un club qui a une culture, qui n'a pas de culture de jeu ou qui a une équipe professionnelle qui ne développe pas un jeu offensif. Ça m'est absolument inconcevable. Quand vous avez travaillé comme moi pendant 11 ans avec Arsène Wenger, vous avez une inspiration sur le jeu qui est très forte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est arrivé au club, on a essayé de comprendre notre environnement, on a essayé de comprendre l'histoire, l'identité de la ville, du club, de la communauté. Et c'est très, très cœur en parlant avec les supporters et les gens qui ont composé le club sur les 20, 30, 40 dernières années, que les supporters à Toulouse veulent voir du jeu, veulent voir de l'enthousiasme, veulent voir du jeu vers l'avant, de voir une équipe qui s'engage énormément. Donc c'était le deuxième aspect. Et le troisième aspect, et je pense que vous allez venir à un moment ou à un autre, c'est pour ça que j'en parle déjà, c'est que quand on a déconstruit, si vous voulez, le succès des équipes qui sont montées en L2 précédemment, on a regardé les 16 saisons avant nous, on s'est aperçu que les équipes qui montaient sont des équipes qui attaquaient. En termes de data et de statistiques. Donc en fait, c'est pour ça que j'appelle ça une espèce de faisceau d'informations qui nous a amené, qui nous, quoi qu'il arrive, qui nous disait il faut adapter ce style de jeu. Ça vous a conforté en fait. Alors que Damien, l'idée commune était le contraire. C'est pour ça moi je suis très content que vous disiez ça, parce que pendant des années, on disait tout le temps qu'il y avait des entraîneurs qui étaient faits, par exemple, ça retombait tout le temps sur la gueule de Furlan. Ouais, toi t'es bon pour faire monter tes équipes en Ligue 2, mais pour rester en Ligue 1, il faut tout changer, il faut verrouiller, il faut bétonner. Vous êtes la preuve, et en plus vous le faites avec des chiffres, parce que je sais que vous faites attention à ça et que vous avez raison. Vous démontrez que non, il ne faut pas, parce qu'on monte en Ligue 1, tout changer et devenir une équipe de maçons, quoi. Alors, non seulement pour monter en Ligue 1, il fallait qu'on adapte, mais encore une fois, ce sont mes conceptions du foot aussi. Hein. Mais quoi qu'il arrive, les chiffres, la data, les statistiques nous montraient que pour monter, il fallait qu'on attaque. On a marqué 82 buts la saison dernière, on a battu le record dans l'histoire du foot professionnel à 1-2 de buts marqués. Et
à la fin de la saison dernière, j'ai dit on va attaquer la L1. Et je l'ai pas dit du tout avec arrogance. Je l'ai dit parce que c'est notre culture et parce que je voulais que sur un plan psychologique, toute notre communauté, nos joueurs, nos staff techniques soient confortés dans le fait qu'on allait continuer à jouer de cette manière-là. Et puis parce que sur le terrain, on voulait qu'on attaquait. On a la huitième attaque. On a une possession de balle qui est positive, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. En fait, on a une meilleure possession de balle même à l'extérieur qu'à domicile. Et donc, ce style de jeu, on l'a adapté. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie encore une fois, de l'histoire du club. Ça veut dire que vous ne pourriez pas avoir un coach qui adhère pas à 100% à cette stratégie. Non, mais c'est important parce que des fois, en cours de route, il y a des choses, il peut apparaître des divergences et tout. Donc, du coup, vous fonctionnez comment avec Montagnier là-dessus ? En fait, si vous voulez, quand on a décidé de recruter Philippe, on s'est appuyé sur les statistiques. On a rentré des paramètres de performance en relation avec le style de jeu qu'on voulait voir sur le terrain. Et on a regardé quel nom d'entraîneur ressortait. Et un des noms qui ressortait, c'est celui de Philippe. Donc, quand on a rentré en contact avec Philippe, on savait déjà que son style de jeu qu'il appliquait depuis le début de sa carrière correspondait à ce qu'on voulait mettre en place. Et quand on l'a vu, on l'a dit, voilà, nous, ce que vous faites, ça nous intéresse parce que ça correspond à la culture de jeu que l'on veut mettre en place des U8 de l'école de foot jusqu'au pro en passant par les féminines. Et on va aller plus loin dans ce projet de jeu en s'aidant les uns les autres pour continuer, pour continuer dans cette identité. Donc, à partir du moment où on s'appuie sur la data pour choisir l'entraîneur, l'entraîneur après comprendre ne peut pas venir. Ça aurait jamais été la volonté de Philippe, mais en nous disant, mais je viens, mais je défends, parce que c'est pas son style. Ça bien sûr, mais comment c'est très intéressant ce que vous dites sur les datas, et je comprends par rapport au style Montagnier, sauf que Philippe Montagnier, nous on l'a suivi, la première fois qu'on l'a rencontré, nous c'est à la fin des années 2000 quand il fait monter Boulogne. Dans sa carrière, il y a eu beaucoup de choses très différentes. Comment les datas expliquent, par exemple, que effectivement Boulogne c'est un jeu offensif, c'est assez enthousiasmant. En Espagne, il est également dans cette culture-là. Et après, il a des années noires où on pense qu'il disparaît un petit peu du foot ou que ça marche plus. Ça dans les datas, ça apparaît comment en fait ? En fait, c'est pas apparu son style de jeu. Et il y a des marqueurs forts sur certains entraîneurs. Il y a des marqueurs qui les suivent sur l'ensemble de leur carrière. Même dans les années où ça marche pas bien du tout. Vous, quel type de marqueur pour vous était important ? Voilà. Alors, par exemple, nous, dans notre culture de jeu à Toulouse et dans notre philosophie dans laquelle on approche les matchs, on veut récupérer le ballon le plus vite et le plus haut possible. Et à travers toute sa carrière, les équipes de Philippe Montagnier récupéraient le ballon haut et le plus rapidement possible et effectuaient un pressing haut. Et ça, on savait pour nous que le pressing haut, c'était un facteur de réussite pour monter et après pour finir le plus haut possible en L1. Donc ça correspondait exactement à ce qu'on voulait mettre en place. Et après, je pense que c'est là où la data est vraiment intéressante. Je pense qu'il faut faire la différence entre le résultat final et ce qui est mis en place. Donc, il a pu avoir des périodes où il a été moins en réussite, où il n'avait pas les joueurs, mais son identité de jeu et son identité d'entraîneur, en fait, était assez... c'est ce que j'appelle le signal. Même dans les années pourries, ça ressortait. Bien sûr. C'est incroyable. Quand vous regardez les statistiques, il faut distinguer ce qu'on appelle le signal et le bruit. Le bruit, c'est toute l'impression qu'on peut avoir. Vous, moi, quand on regarde quelque chose, quand on analyse quelque chose, il y a beaucoup de bruit. Et puis, quand vous travaillez avec les statistiques, il faut trouver le signal. Et le signal dans le jeu de Philippe était fort. Le signal, c'était la position, ce qui nous intéresse, et c'était le fait de presser haut et de récupérer le ballon rapidement. C'est ce qui nous intéresse aussi dans notre manière de défendre. Et ça, c'était constant sur sa carrière. Donc il fallait lui donner les joueurs, et ça après c'est également encore votre travail, toujours par le biais des datas. Vous avez l'entraîneur qui a ce style-là, qui est donc qui ressort de vos analyses. Donc vous vous dites, et c'est peut-être ce qui ne lui est pas toujours arrivé au cours de sa carrière, vous dites, on va, grâce à nos outils, lui fournir des joueurs qui sont capables de répondre à ça. Exactement, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, vous avez une identité de jeu
qui correspond à celle qu'on veut mettre en place avec quelques aspects qu'il faudra aligner. Et puis après, étant donné qu'on se sert des mêmes statistiques pour recruter des joueurs que celles qui nous ont servi pour recruter l'entraîneur, pour nous, ça matchait. C'était une évidence que ça allait matcher. Et on lui a dit, les joueurs qu'on va vous amener, ce sont des joueurs qui vont vous permettre de renforcer votre style de jeu et d'aller plus loin dans ce que vous faites. On veut des joueurs qui puissent presser haut et récupérer le ballon rapidement. L'année dernière, en L2, on était la deuxième équipe sur les grands en Europe qui récupérait le ballon le plus rapidement possible. Et on va vous amener des joueurs on va avoir un niveau technique qui vont pouvoir vous permettre d'appliquer vos principes de jeu et d'être encore plus offensif peut-être que ce que vous l'avez été jusqu'à maintenant. Alors je vous coupe, Damien, mais on a plein de questions. Damien Comolli est avec nous, président de Toulouse, d'ailleurs supporter de Toulouse. Le 32-16 est ouvert, si vous voulez participer à la discussion. Alors, on parle beaucoup, à chaque fois qu'on parle de Toulouse, on parle beaucoup de data, de stats, de chiffres. Alors, le chiffre, c'était un méchant dans James Bond. En l'occurrence, la façon qu'il a d'expliquer les choses, c'est qu'on va... J'y arrive. Quelle est la part d'humain dans tout ça ? Parce que vous pouvez identifier Montagnier, identifier un joueur comme ayant le profil idéal statistique, mais enfin, le foot, c'est quand même aussi du rapport humain, de l'adaptation, du dialogue. Donc, quelle est la part d'humain, finalement, dans tout ce que vous faites ? Alors, elle est double. La première chose, avant de recruter, on ne recrute pas des chiffres, on recrute des hommes. Ça, c'est la première chose. Et nous passons beaucoup de temps à aller rencontrer les joueurs que l'on veut recruter. On va les côtoyer dans leur milieu, dans leur environnement, dans leur famille. On va passer du temps avec eux, on se renseigne sur eux. On essaie de comprendre si leur culture est transposable à la culture que l'on a mis en place au TFC et puis à la culture de la ville de Toulouse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, je pense, c'est qu'on est ce qu'on appelle, les Anglais appellent data-driven, c'est-à-dire que la data nous permet de prendre toutes les décisions que l'on prend au jour le jour au club dans tous les secteurs possibles et inimaginables, sur les renouvellements de contrats, sur comment on tire les coups de pied arrêtés, sur comment on défend sur coups de pied arrêtés, comment on presse, où on presse, comment on attaque, d'où on centre, d'où on tire, etc., etc. Donc, c'est un marqueur très fort dans notre culture, la data. Mais le mot le plus important là-dedans, c'est culture. Notre culture, c'est qui crée la culture et les valeurs d'une organisation et d'un club, ce sont les hommes. Ce sont les hommes et les femmes qui travaillent dans le club au quotidien, qui créent notre culture. On est en train de passer... On est en pleine transformation culturelle du TEF, si vous voulez. On est passé de ce que nos collaborateurs, quand on est arrivé, on leur a dit « Qu'est-ce que le TFC pour vous ?» Et il y a un groupe qui nous a dit « On veut passer de Toulouse, en 2 mots anglais, à to win ». Donc de perdre à gagner. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc l'aspect humain est très important parce que les joueurs que l'on amène, ils sont des marqueurs forts de notre culture. Les pitchouns qui sont formés au centre de formation, dont l'immense majorité est née à Toulouse, dans la région toulousaine, quand ils arrivent dans le vestiaire de l'équipe professionnelle, je les appelle les architectes de culture. Parce que quand vous avez un gamin qui est né en 2005, on a fait 5 contrats pro sur notre génération 2005, et ils sont pratiquement tous nés à Toulouse. Quand vous avez un gamin, il signe son contrat et vous dit « Président, moi, j'ai pas du sang rouge, j'ai du sang violet », ce sont des architectes de culture qui sont dans l'équipe professionnelle, et ça, c'est de l'humain. Donc, bien évidemment, on est data-driven, mais on est aussi culture-driven. Notre culture et nos valeurs sont très importantes, et ça, ce sont les hommes et les femmes qui sont dans le club qui la définissent, cette culture. Alors, c'est une discussion très intéressante. Petite pause de 2 minutes, petite pub, et on revient. Puis, concernant le Toulouse, je vous rappelle l'anecdote de Connors, qui avait refusé de participer au tournoi de tennis de Toulouse. Parce qu'on lui avait dit, tu vas jouer à Toulouse. Il a dit, quoi ? Aller jouer à Toulouse ? Même pas en rêve. Il n'est pas venu. Il y avait un tournoi de tennis à l'époque à Toulouse. Ouais. Thibaut, question suivante à Damien Comolli. Oui, bonsoir Président, c'est très intéressant de vous entendre parler de la data. Et moi j'ai 2 questions, peut-être un peu philosophiques, on ne se refait pas. La première, alors on connaît un peu ce que vous disiez sur la data, c'est vrai que c'est un élément fort de communication chez vous aussi, on parle beaucoup, vous faites beaucoup pour démocratiser un peu cette idée que la data est un outil à la performance, un levier de performance dans tous les domaines de gestion. Alors moi, la première question, c'était de savoir, est-ce que dans un univers qu'on dit aussi imprévisible que peut être la compétition,
que peut être le football pour plein de raisons. D'abord parce qu'on joue avec les pieds, donc c'est quand même un élément important dans l'imprévu. On ne joue pas avec les mains. Ensuite, parce que ce sont 11 personnes contre 11 personnes sur un terrain d'1 hectare, donc ça provoque encore plein d'interactions possibles. Donc il y a beaucoup d'imprévus. Première question, est-ce que vous pensez que la conclusion à laquelle vous pouvez arriver maintenant, après tous les outils que vous avez utilisés, que le football est finalement très rationnel? Est-ce que c'est un sport pour vous qui est rationnel? Et deuxième question, sur ce que vous avez dit sur les joueurs, c'est très intéressant de le recruter par profil, comme ça vous rentrez des critères dans un algorithme, vous avez un algorithme particulier qui n'est pas le même que les autres, etc. Comment on fait pour ne pas ensuite mécaniser le joueur? C'est-à-dire à partir du moment où on le recrute sur un certain nombre de critères, à quelle place on laisse au changement de joueurs? Il y a des joueurs qui peuvent évoluer, qui peuvent mûrir plus tard. Quelle place on fait à l'ingéniosité aussi? Vous avez des joueurs qui parfois ont été mal placés, on découvre des joueurs en les changeant de poste, ça apparaît peut-être pas sur les datas. Comment on fait pour laisser la place, peut-être ça revient un peu à la première question, à l'imprévu, mais cette fois-ci chez le joueur? Merci beaucoup. Pour les deux questions, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors la réponse à votre première question, j'irai au-delà vous parlez d'irrationalité, moi j'irais même parler d'émotion. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'être le plus rationnel possible pour donner le plus d'émotions possible à nos supporters et à notre communauté. Donc dans l'irrationalité qui est le sport de haut niveau, qui est le foot, parce que en raison de tout ce que vous avez défini, les interactions entre joueurs, les interactions entre nos joueurs et leurs adversaires pendant les matchs, etc., vous pouvez avoir créer des qualités de tir très importantes et tirer 3 fois sur les poteaux, ou avoir un gardien en face qui fait des arrêts extraordinaires. Donc tout ça sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous, ce qu'on essaye de faire, et en toute humilité, sans donner de leçons à personne et sans dire tout le monde devrait faire ça, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ne travaillent pas comme nous et qui travaillent très bien aussi, donc on n'est pas des donneurs de leçons. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de rationaliser l'irrationnel et de contrôler. Nous, dans notre processus de décision, on essaye d'avoir le moins d'émotions possible pour être le plus rationnel possible et pour après fournir un spectacle sur le terrain à notre communauté qui leur procure le plus d'émotions possible. Et on pense que la manière la plus efficiente de le faire, c'est en utilisant les datas. Donc on essaie de rationaliser, de rendre rationnel l'irrationnel, si vous voulez. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est pour ça qu'on le fait sur tous les aspects de la gestion sportive du club. Et pour les joueurs Pardon ? Ça, c'est la réponse à votre première question. Par rapport à votre deuxième question, ça, c'est super intéressant, votre question, parce qu'en fait, si vous voulez, étant donné en partant du principe, ce qu'on fait, c'est qu'on déconstruit toujours le succès qui a eu lieu précédemment pour essayer de comprendre comment on peut faire la même chose. Donc, sur les 17 années, on a regardé les 17 équipes qui ont été promues avant nous, les 17 saisons de promotion avant nous, pardon. Donc il y a eu soit 34 équipes, soit un peu plus, parce qu'il y a des années où il y a eu 3 promotions. On a regardé comment les équipes ont fait pour rester en L1 et pour finir le plus haut possible. Et à partir de là, on définit un modèle de jeu dans lequel les joueurs qu'on va recruter rentrent, bien évidemment, parce que c'est le même algorithme qui nous aide à analyser le jeu et celui qui nous aide à recruter des joueurs. Et notre principe, c'est de dire, on va prendre ces joueurs-là que vous décrivez et on va les mettre dans un système de jeu qui va optimiser leur talent. Quand on prend Van den Boomen en 2e division en Hollande, tout le monde nous regarde en nous disant « Mais pourquoi vous prenez ce joueur ?» Il jouait 6 en 2e division en Hollande. Et maintenant, c'est un des meilleurs joueurs du championnat de France, c'est un des meilleurs passeurs en Europe. Mais notre système de jeu et notre philosophie de jeu, qui est aussi définie par la data, lui permet d'optimiser. Ça veut dire qu'ailleurs, il serait peut-être pas aussi bon. Moi, je pense. Alors, je vais vous dire franchement. Comme Mathieu Debuchy, tu sais, pardon, je faisais une référence. En fait, je pense ça parce que je connais bien Puel, et Puel, il a beaucoup travaillé comme ça. Et quand il reprogramme des joueurs, un joueur comme Mathieu Debuchy, qui est au milieu de terrain, ne peut pas faire une carrière terrible. Sur les datas, il serait apparu comme milieu de terrain. Il n'aurait jamais fait une carrière internationale comme latéral, parce qu'il lui a vu chez lui cette capacité de changer de poste et de gagner grâce à un point fort qui était. Et ça apparaît pas dans les datas, ce genre de choses.
Nous, ce qu'on est, le c'est pas du tout un reproche, c'est juste peut-être une limite. Nous, le principe de base, c'est de dire. Alors, ça nous arrive aussi de. Quand on prend un joueur, on regarde où est-ce qu'il performe le mieux, à quel poste. Et des fois, il y a des joueurs, on va les mettre côté droit du milieu de terrain au lieu de les mettre côté gauche parce que la data nous montre que c'est la data montre ce que tu dis, Thibaut. Il a raison, Damien, parce que en fonction des qualités de ce que le gars est capable de produire, l'ordinateur peut très bien de tir, il serait plus adapté à ce poste-là. Damien, Van den Boonen, parce qu'on m'a raconté l'histoire, mais je n'arrive jamais à me souvenir de quel Hollandais il s'agit. Boomen. Pardon. Je ne sais pas si c'est lui. Est-ce que c'est lui que vous avez dû convaincre parce que lui-même ne croyait pas qu'il était capable de jouer en Ligue 1? Je ne sais pas si c'est lui ou un autre des Hollandais que vous avez recruté. C'est Michael Dessler, notre arrière-droit, qui quand on l'a contacté, jouait dans une équipe de et il vous a pris pour un fou, il a dit mais de quoi vous me parlez, je ne peux jamais jouer à ce niveau-là. Et vous lui avez dit si, mes chiffres montrent que oui. Ça c'est incroyable, cette histoire, elle est incroyable. Si vous voulez la raconter, parce que moi je la connais, mais je ne suis pas sûr que les auditeurs connaissent ça. Il n'en revenait pas le gars. Oui, il était surpris. Il m'a dit mais pourquoi vous me contactez? Et je dis parce que on pense que tu peux être un très bon arrière droit de L2 et on est persuadé, et les chiffres nous montrent que tu pourrais être un arrière droit de top 10 en L1. Et il nous a dit c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et bon, il prouve, il a été élu meilleur arrière droit de L2 l'année dernière et puis il prouve qu'il a le niveau pour le top 10 de la L1 tous les samedis. Mais c'est fou de convaincre un joueur qui lui-même se dit mais il me prend pour un fou quoi. Je sais jamais que je vais pouvoir jouer à ce niveau-là quoi. Alors pour la petite anecdote, ça m'était arrivé avec Gaël Clichy quand il jouait à Cannes. On avait passé toute une après-midi avec Arsène Wenger pour essayer de le convaincre qu'il était assez bon pour jouer à Arsenal et lui le pensait pas. Donc je l'avais déjà vu. C'était pas avec la data, c'était juste avec mes yeux et le recrutement, mais ça me rappelle. Ça c'est génial. Vous avez pas dans votre ordi des chiffres qui peuvent me dire que je peux jouer 15 alors que je suis 15-2? Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est d'aller demain matin et faire un saut de 100 balles au service et puis peut-être que ça ira. On se demande juste si peut-être la data, un algorithme, un jour ne pourra pas remplacer un entraîneur. À partir du moment où si on a toutes les données et qu'on est capable de tout modéliser, est-ce que l'avenir chez vous peut-être c'est de remplacer Oui, mais il est modélisé aussi dans leur modèle à eux. Il le dira mieux que moi, le président Comolli. C'est modélisé aussi l'aspect mental chez vous. Alors, je n'ai pas la réponse à votre question. Ce que je sais, et on regarde ça de manière très intéressante, c'est que par exemple à NBA, il y a des clubs où ce sont les analystes et la data qui décident du 5 de départ. Et ce n'est pas l'entraîneur. Ça, c'est dingue, ça. Moi, ça me fait on y arrive. Moi, j'ai une question, puisqu'on parle de ça et de l'humain. Donc vous êtes allé chercher des joueurs qu'on ne connaissait pas, donc il y a des Néerlandais, il y a un petit peu un patchwork de... Il y a 13 nationalités et je ne compte pas les binationaux. Un patchwork, mais alors, ce qui vous pousse à aller les chercher de cette façon, c'est le tarif, parce qu'on dit qu'en France, c'est la Samaritaine, on trouve tout sur les terres françaises. C'est parce qu'ils coûtent cher que vous ne les prenez pas ? Ou parce qu'il y a aussi un aspect mentalité et que dans certains pays, les mentalités correspondent plus peut-être à ce que vous recherchez? Alors, pour ne rien vous cacher, comme on est vraiment discipliné et extrême dans l'application que l'on fait de la data, on part du principe qu'il n'y a aucun biais cognitif qui peut nous influencer dans nos décisions. Donc, on couvre environ 70 championnats dans le monde et on ne regarde absolument pas la nationalité du joueur ou sa couleur de peau ou sa religion ou quoi que ce soit. Pour nous, au départ, ce sont des chiffres et les filtres que l'on met en place nous permettent de nous signaler des joueurs. Et quel que soit l'endroit dans lequel ils jouent, si les chiffres nous disent qu'il peut être un bon joueur en L1, un joueur de top 10 en L1, on va s'intéresser à lui. Et c'est tout. Et après, il y a un deuxième aspect. S'il a une sale mentalité, que le gars il joue 6 mois par an ou que les grands matchs, comment on fait tous les soirs. Non, mais ça c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'on fait une enquête de personnalité qui est très importante avant de prendre le joueur. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Ça, mais ça, il faut insister là-dessus, parce que l'enquête de personnalité, ça répond à la question de Gilbert sur l'humain. Alors, la discussion est passionnante, mais vous connaissez les impératifs de l'after. On a une petite pub, une autre. On revient très vite parce que... La petite pub, ça rentre dans les datas sur la colonne Oseille. Voilà, exactement. On l'a aussi, nous, celle-là. Et ensuite, on va reparler du match de samedi quand même. Allez, à tout de suite. Damien Comolli avec nous. Donc, Redbird, propriétaire de Toulouse, est également propriétaire de Milan, club racheté plus d'1 milliard l'été dernier. Est-ce que vous, individuellement, vous êtes lié directement au club, ou est-ce que demain, Redbird peut se dire, tiens, on aimerait bien avoir Damien Comolli, je sais pas, à Milan ou ailleurs dans nos actifs pour appliquer sa méthode? Non, je suis lié au club et j'irai nulle part. Je suis très bien à Toulouse. C'est clair. Bon. Oui. Vous avez des liens un peu avec Milan? Vous partagez des choses? Non, même pas la data, la technologie, rien? Vous n'avez rien en commun? Non. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu de l'engouement, parce que nous, on a un souvenir d'un Toulouse tristos, avec peu de monde au stade. Voilà, c'était plus une ville de rugby, évidemment, que de foot. C'est ce qu'on disait. C'est toujours une ville de rugby. Dans le projet, il a fallu également lutter contre ça. Et finalement, on voit que les gens viennent au stade quand on est attractif. Oui, on est à un peu plus de 23 000 de moyenne cette saison. Je pense que non, c'est super. C'est super. Bien sûr, on s'attendait pas à ce que ça décolle aussi rapidement. Je pense que si on fait guichet fermé contre Lens mardi prochain, on sera à une moyenne un peu plus de 24 000 sur l'ensemble de la saison. C'est une ville de rugby et on sera à fond derrière nos collègues et amis du Stade Toulousain samedi, qui jouent leur demi-finale au Leinster. Mais c'est aussi une ville de foot, c'est une région de foot, comme c'est une région de rugby. Vous savez, quand je suis arrivé à Toulouse, on m'a dit à Toulouse, dans le foot, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de pression. Et au bout de 2 mois ou 3 mois, je suis allé dans des petits villages, je suis allé dans les alentours de Toulouse, chez des partenaires, etc., du club historique, qui me disaient, je suis venu avec mon grand-père, je suis venu avec mon père, j'amène mon fils. Mais je me disais, mais on m'a complètement raconté des trucs qui étaient pas vrais. La passion pour le TEF sur la région Occitanie, peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas sur l'ancien Midi-Pyrénées, est absolument extraordinaire. Le club a transporté environ 4000 supporters samedi. J'ai eu un déjeuner avec des partenaires du club à midi qui me disaient, ils pensent qu'on aurait pu amener le double de nombre de supporters qu'on a amené, tellement ils sont sollicités sur le nombre de places, sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on sera entre 23 000 et 25 000. Donc c'est 23 000 au Stade de France. Ah oui, on sera entre 23 et 25 000. Vous les avez trouvés où? Écoutez, c'est ce que je vous disais. Quand on dit il n'y a pas de passion à Toulouse pour le foot, c'est faux. C'est faux. Les gens sont là, les gens viennent au stade. D'après les études de la LFP, on a le public et les abonnés les plus jeunes de France. Les gens viennent de plus en plus tôt au stade. Pour profiter de l'expérience Stadium que l'on a mise en place cette année. Ils adorent le style de jeu et l'ambition et l'audace qui a été mise en place par le staff technique et par Philippe Montagnier et la manière dont on approche les matchs. Donc voilà, il suffisait juste de rallumer la flamme pour que ça reparte. Et pour moi, c'était une évidence que si on travaillait bien, ça allait arriver. Et on a des supporters, franchement, on a des supporters exceptionnels. Faire des guichets fermés en L2 l'année dernière. Cette année, on a joué contre Rodez à 18h45 un mercredi en Coupe de France, guichet fermé. Voilà, s'il n'y avait pas de passion à Toulouse, on ne ferait pas ça. Non, c'est vrai que là, pour le coup, tout le monde est étonné, je pense, dans le monde du foot. On ne s'attendait pas à ça. Vous allez sortir des people du placard là pour samedi soir au Stade de France. Big Flo et Oli sont invités? Ah oui, bien sûr, ils sont invités permanents. Ils sont en concert le même soir. Ils sont en concert la veille. Et ils sont en concert le soir, ils sont à... Et ils annulent pas pour venir voir le TEF? Et non, ils sont à Brest samedi soir. J'étais à leur concert samedi dernier et au Zénith à Toulouse. Et ils ont rendu hommage au club. C'est les gars les plus connus qui soutiennent le TEF. Il n'y a pas plus connu que... Ah ouais, il y a aussi un Divin Chauve qui est assez connu et qui nous soutient partout depuis 3 ans. D'accord, je parlais plutôt people, je parlais pas d'un ancien sportif. Mais là, vous savez, tant ma culture footballistique est importante, autant ma culture people est assez médiocre. Le seul truc qui manque à votre algorithme, c'est déterminer le score du match avant la rencontre, finalement. C'est le seul truc qui vous manque. Oui, non, là, on ne s'aventure pas là-dessus, non.
On va te finir avec Alexis qui est là au 32-16, qui est supporter de Toulouse. Salut Alexis. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir Alexis. Ouais. Quand tu entends Damien Comolli, là, t'es convaincu, Alexis, que le club va sur le bon chemin? Oui, mais je le savais déjà un petit peu, pour suivre un petit peu le club, surtout depuis qu'il était en Ligue 2, là, que ça a été repris. C'est vrai que ça bosse bien. Il y a de l'engouement quand même, en tout cas au stade, et on sent que l'identité de jeu est importante dès l'arrivée de Monsieur Comolli. Donc pour nous, ça fait plaisir. On voit du jeu, ça joue. Mais déjà même l'année dernière, en termes d'attractivité au stade, il y avait quand même du monde. Il y avait quand même de la ferveur, alors qu'on était entre guillemets qu'en Ligue 2, bien plus qu'il y a 10 ans peut-être quand on était en Ligue 1, dans le ventre mou de la Ligue 1. Donc non, ça fait vraiment plaisir. Parle-moi quand même une comparaison. Le Toulouse d'avant avec Sadran a quand même joué à tour préliminaire de Ligue des Champions. Ça c'est vrai. Ça c'est contre Liverpool. Une belle raclée. Oui, mais bon, après une belle saison quand même, je veux dire. C'est vrai, mais c'était par petites touches. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est pas tout. Tout n'est pas dans la performance cette année-là où tu avais fait 3e ou 4e, je sais plus, pour être dans le tour préliminaire. 3e. Oui, alors nous on s'en souvient parce qu'on est à fond dans le foot, mais franchement, ce match-là au mois d'août. Vraiment. Non. Ce match-là, Toulouse s'était pris une belle branlée. Bon, mais ils avaient fait une belle saison la saison d'avant qui avait permis ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en ce moment. Je t'assure, c'est la trajectoire. C'est un peu comme Lens, on en parlait hier. C'est cette trajectoire en fait. C'est fait qu'il y a une stratégie, mais que la stratégie se réalise. C'est ça qui est bien. C'est là qu'on voit tout ce que nous on défend à longueur de semaine sans arrêt, à savoir que le jeu c'est important, que ce que dégage une équipe c'est important et que tout n'est pas dans le résultat brut. Oui, Toulouse avait fait une belle saison cette année-là et va finir mieux classé que Toulouse va terminer cette année, mais le Toulouse de cette année est plus agréable, et plus sympathique et dégage plus de choses et attire plus de monde au stade. Ben voilà. Si je peux me permettre, je voudrais juste quand même rendre hommage à tout le travail qui a été fait par Olivier Sadran. Il a récupéré le club en national, n'oubliez pas, il a amené un préliminaire de la Champions League. Il sera au stade samedi, il est là dès que j'ai besoin de conseils ou d'aide, il est là pour nous aider. La qualité de la formation à Toulouse, ça s'est fait sous sa mandature, sous sa présidence aussi. Et si on a des générations de Pichou exceptionnelles qui arrivent, c'est en grande partie grâce à lui. Donc il faut aussi lui rendre hommage. Voilà. Et après, nous, on construit sur ce que lui avait construit aussi. Merci beaucoup Damien Comolli et bonne finale samedi. Et puis je remercie Wilfried Templier qui a œuvré pour faire venir Damien ce soir dans l'after. Merci, bonne soirée.